La justice a parfois le tueur sous les yeux, à portée de main, sans enquête ou presque. Certains sont pris en flagrant délit, d'autres assument leur crime et pourtant, l'instruction est loin d'être terminée. Parce qu'il faut tenter de comprendre pour juger. Ces crimes flagrants, je vais vous les raconter aussi. Ces histoires de criminels d'un genre très particulier, qui ne se cachent pas, ou si peu, ou si mal. Vincent Persson, Martin Meyer. Deux hommes qui n'ont pas caché leur crime. Leur cible, leur propre enfant. Il m'a dit « je vais tuer ma fille » comme il pourrait dire « je vais faire mes courses ». Elle s'appelait Clara, elle allait avoir 8 ans. Thibaut, lui, avait 3 ans. Le gendarme m'explique un peu mieux, entre guillemets. Il m'a dit en fait, il a égorgé votre fils. Une fille, un fils. Ces deux hommes ont tué parce qu'ils souffraient du complexe de Médée. Médée, dans la mythologie, a tué ses enfants pour punir son mari qui la trompait. Quand c'est un homme, on parle de féminicide par procuration. Dans un règlement de compte ultime, Vincent Persson et Martin Meyer ont donc voulu eux aussi punir leur compagne. Estelle, tu as été la femme de ma vie, mais aussi la cause de toutes mes souffrances. J'espère que tu te suicideras après ça. Tu n'es qu'une salope. Je vais souffrir toute ma vie avec ça avec ça comme fardeau, entre guillemets. Le féminicide par procuration, quand on veut tuer l'autre, en le faisant mourir de chagrin. Plounéventaire dans le Finistère, mardi 25 juin 2019, il est 7h04. Gendarmerie, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle parce que j'ai tué mon fils. Pardon ? J'appelle parce que j'ai tué mon fils. J'étais pas bien, j'ai fait une crise, j'ai essayé de me suicider, mais j'ai tué mon fils. Au téléphone, un certain Vincent Persson. Quand les gendarmes arrivent, l'homme est dans le camion des pompiers. Il confirme qu'il est bien l'auteur de l'homicide, qu'il a égorgé son enfant qui se trouve à l'étage dans sa chambre. Et sans rentrer dans le détail, c'est ce qui un peu me choque d'entrée de jeu. J'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un en face de moi d'effondré ou qui prend conscience, en tout cas sur le moment, de la gravité des faits qu'il a commis. L'échange doit s'arrêter là. Vincent Persson a tenté de se suicider. Il a besoin de soins à l'hôpital. Seul le directeur d'enquête monte à l'étage. Il découvre Thibaut, un petit bonhomme de 3 ans. L'enfant se trouve allongé dans son lit. Mon collègue me dit, je me souviens de ces mots-là. Il me dit, on dirait que l'enfant a été préparé pour dormir. Voilà. Thibaut à la gorge tranchée. L'enfant a sa tétine et son doudou sur le visage. C'est assez sordide, mais c'est vrai que d'avoir un enfant égorgé à qui on remet le doudou et la tétine en place, c'est assez glaçant. On le prend en pleine face. Et là, je me dis, j'ai bien fait de ne pas aller sur la scène de crime. J'imagine très bien la scène. Et le supplice des gendarmes n'est pas fini. Il faut encore prévenir la maman. Elle vit à une dizaine de kilomètres depuis qu'elle a quitté le père de Thibaut. Le gendarme me dit en fait, madame, on vient pour vous annoncer le décès de votre fils.
Et de là, en fait, je me suis écroulée par terre, mais mon corps s'est écroulé et avec l'impression que moi, comme un peu cette sensation quand on rêve, en fait, on voit la scène du dessus. Je voyais mon corps par terre et je me voyais moi au-dessus voir la scène et en fait, j'entendais plus rien de ce que les gens me disaient. Le gendarme m'explique un peu mieux, entre guillemets. Je lui demande qu'est-ce qu'il a fait exactement. Et ouais, il a eu un mot très dur. Il m'a dit, en fait, il a égorgé votre fils. Et donc, là, pareil, je me remets à pleurer. Enfin, j'arrive plus à entendre ce que les gens me disent autour. Quand je suis arrivée, Estelle m'a dit « Thibaut est mort ». La douleur est tellement intense que on essaye de se dire que c'est pas possible. On peut pas voir aussi mal, ça peut pas faire aussi mal. Mais si. Les gendarmes demandent à la mère et à la grand-mère de Thibaut de les rejoindre, le jour même à la gendarmerie. C'est dur, mais c'est indispensable pour comprendre le drame. Thibaut courait toujours dans les bras quand j'allais chercher chez la nounou ou ailleurs, très fusionnel. Il pouvait faire des colères, mais c'est presque ça qui me manque le plus, ces petites colères. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir le gronder. C'était un garçon qui aimait bien faire un peu le clown, depuis tout bébé même d'ailleurs, assez clown. Il adorait jouer aux petites voitures. Il aimait beaucoup jouer dehors aussi, faire un peu de mécanique, parce que son père faisait un peu de mécanique et puis il était souvent toujours derrière avec sa petite clé à essayer de faire pareil sur une petite moto miniature. Thibaut et son père s'adoraient. Son papa, c'était son papa, quoi. C'était toute sa vie. Ils aimaient bien aller jouer avec les chiens dans le jardin. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Tout le monde est unanime pour dire que c'est pas possible qu'il ait pu faire ça. Ça colle pas avec l'image de Monsieur Persson. C'était un papa génial avec son fils. Un papa poule, amoureux de son fils, et un homme qui a séduit Estelle 5 ans plus tôt. C'était lors d'une soirée à la fin de l'année 2013. Elle avait 18 ans et lui 20. En début de relation, ça se passait très bien, très fusionnel. On a eu très vite envie d'habiter ensemble. Vraiment très, en tout cas pour ma part, très amoureuse. C'était vraiment à tout faire pour lui. Mais on s'aimait beaucoup et on a eu envie d'avoir un enfant très rapidement. On a essayé pendant très longtemps, pendant plus d'1 an, 1 an et demi. De l'amour, mais une relation très passionnelle. Le jeune couple se sépare même en 2015. Il y a eu beaucoup de hauts, de très hauts, beaucoup de bas, beaucoup de très bas. Il y avait des engueulades. Moi, je suis partie vivre chez mon papa, mais je suis revenue très rapidement. En revenant, j'ai su que j'étais enceinte très tôt de Thibaut. Estelle accouche le 30 mars 2016. J'ai envie de dire, comme toutes des mamans, c'était le plus beau du monde, forcément. C'est vraiment le bébé magique, le bébé parfait, on va dire. Et en fait, dès qu'il est né, on était tout le temps collés, H24. C'était dès que je pouvais, je dormais avec lui. Souvent, c'est pas très conseillé, mais bon. À la naissance de leur fils, les relations du couple se détériorent. À son sens, je donnais beaucoup à Thibaut, mais du coup, je le délaissais lui, en fait. C'était plus comme ça qu'il le voyait, la chose. Où il y a eu un moment, il m'a dit, en gros, t'es ma femme, t'es à moi, t'es toute ma vie, je te passerai toujours devant tout le monde, quoi qu'il arrive. Tu passeras même avant Thibaut s'il y a besoin.
Et moi, je me suis dit, waouh, bah, il est vraiment amoureux de moi, quoi. Et sur le coup, j'ai pas vraiment vu l'impact que ça pouvait avoir. On a Monsieur Persson qui devient de plus en plus jaloux. On sent que petit à petit, il y a une emprise qui s'instaure. Au début, je le voyais plus comme quelqu'un de très protecteur, en fait. Et au final, avec le recul, je me suis rendu compte que c'était plus de la possessivité que de la protection. Par exemple, je ne pouvais pas aller faire les courses toute seule. Il gérait mon compte en banque, il regardait souvent mon téléphone pour voir à qui je parlais. J'avais pas forcément le droit de parler à n'importe qui. Il arrivait toujours d'une façon ou d'une autre de savoir où j'étais avec qui. La façon dont je m'habillais aussi, qui était très contrôlée. C'est déjà arrivé une fois ou deux avant de partir au boulot, qu'ils me disent non, ça va pas ta tête, tu vas pas t'habiller comme ça pour aller au boulot, tu vas te changer. Moi, sur le coup, évidemment, ça m'agaçait, mais bon, tant pis, je vais le faire. Il m'a beaucoup conditionnée à, on va dire, pas être habillée trop courte, pas être habillée trop maquillée, trop vulgaire, trop ceci, trop cela. J'arrivais encore à être gênée à mettre des robes parce que je me dis comment les gens vont me regarder. Insidieux le conditionnement, petite touche par petite touche. Et pour ça, quoi de mieux qu'isoler sa compagne de sa famille et de ses amis? Elle venait de moins en moins et je savais qu'elle avait perdu toutes ses copines qu'elle avait avant, mais j'ai rien dit, comme je la voyais très peu, je voulais pas me fâcher avec elle. Un jour, j'ai voulu aller boire un café chez ma mère et puis il me dit ok, je te laisse 1 heure pour aller voir ta mère, sachant que j'avais déjà 20 minutes aller, plus 20 minutes retour, ça laissait pas beaucoup de temps pour aller, donc je me disais tant pis, j'irai une autre fois. Et en fait, ma famille venait presque plus me voir parce que à chaque fois, ça finissait par être conflictuel au bout d'un moment. Ma famille me manquait beaucoup. En fait, je me disais, maintenant, c'est lui et Thibaut, ma famille. Il suffisait qu'il fasse un petit plat, une petite attention, un petit truc. Et puis, je me disais, au final, il fait des efforts, je vais en faire aussi. Et quand on vous dresse, en fait, parce que pour le coup, il n'y a pas d'autre mot, quand on vous dresse d'une certaine manière, bêtement, vous obéissez, quoi. Mais après 5 ans de relation, Estelle commence à se poser des questions. Puis voulait faire un autre enfant. Et moi, je lui avais dit, non, on va attendre que ça se passe bien entre nous, déjà avant de... Parce que déjà, à cette époque-là, j'avais envie de partir, mais j'avais pas envie de le laisser. Jusqu'au 31 mars 2019. Là, Vincent Persson atteint le point de non-retour. J'étais partie à un loto avec ma mère. Il m'avait donné l'autorisation de minuit, on va dire. Et lui partait en soirée avec des amis, donc on avait fait notre soirée chacun de notre côté. Après, il est rentré à moitié bourré, complètement. Puis donc, il allume les lumières et puis il avait décidé qu'il voulait avoir un rapport. Que je me réveille avec les yeux à moitié encore collés. Je dis non, je suis fatiguée. Et en fait, j'ai vite compris que j'avais pas le choix, en fait, quoi. C'était j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins pour être sûr que tu te rendormes pas. Puis des insultes. Et puis des bousculades dans le lit quand il sentait que je commençais à m'endormir pour pas que je m'endorme. Ça me paraissait interminable. Et j'ai fini par céder. C'est cette chose-là, ce qui s'est passé cette nuit-là, entre les insultes, les bousculades, le fait de m'avoir forcée. C'est ça qui m'a fait dire Estelle part, quoi. Je suis allée chercher Thibaut là où il était gardé. Donc je me suis dit, je vais aller à la gendarmerie, prévenir que j'avais quitté le domicile conjugal, que j'avais pris l'enfant. Voilà, c'était pas un dépôt de plainte, mais c'était pour prouver que
que c'était pas, entre guillemets, que c'était pas un enlèvement, mais que voilà. Et la dame m'avait dit, mais enfin, madame, c'est un viol. Je lui avais dit, non, c'est pas un viol, je veux dire, on est ensemble. Enfin, moi, je le voyais. À l'époque, je le voyais pas comme ça. Estelle fuit chez sa sœur avec Thibault, mais Vincent Persson n'accepte pas cette séparation. Il était hors de lui parce que pour lui, je lui volais son fils, alors que je lui ai dit non, je quitte la maison, mais c'est tout. Il m'a vite fait comprendre que c'était soit je revenais avec lui, soit ça allait très mal se passer. Moins de 3 mois plus tard, c'est le drame. Vincent Persson égorge son fils de 3 ans de 4 coups de couteau. Et quelques heures après, le père de famille est placé en garde à vue dans sa chambre d'hôpital. Monsieur Persson a déjà avoué son crime. Donc l'audition, ce que j'en attends, c'est qu'on puisse rentrer dans le détail. Pourquoi il en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette soirée fatidique? Vincent a laissé 2 souvenirs bien en évidence à Estelle. Le couteau, avec lequel il a tué leur fils, et une lettre. Estelle, tu as été la femme de ma vie, mais aussi la cause de toutes mes souffrances, et tu as brisé notre famille juste pour t'amuser. Donc si on est mort ce soir, c'est par ta faute, tu n'es qu'une salope. J'espère que tu te suicideras après ça, grosse pute. Ensuite, monsieur Persson signe, et il ajoute à la fin de la lettre: je veux Mistral gagnant pour mon enterrement. Je vous aime, Vincent. Oh, c'est glaçant, il n'y a pas d'autre mot qui peut exprimer ce que je ressens en ce moment-là. Mercredi 26 juin, il est 8h45. Les auditions commencent. J'ai en face de moi quelqu'un de froid, détaché. Vincent Persson explique que ce soir-là, c'est lui qui gardait son fils Thibault. Il a fait manger le petit. Et puis ils ont regardé la télé. Et à un moment donné, le petit voulut se reposer, donc il était dans sa chambre. Vincent Persson descend dans la cuisine, il a des idées noires. Il se saisit d'un couteau dans la cuisine. Il remonte, et puis il s'assoit à côté de l'enfant. Et il commence à égorger l'enfant. 4 coups de couteau de chaque côté du cou. Et je lui ai demandé mais qu'est-ce qui a été dit à ce moment-là, et j'ai ce souvenir de... Je lui dis que je l'aimais. Et alors même qu'il commet l'irréparable, l'enfant lui répond: moi aussi je t'aime, papa. Et je peux vous assurer qu'on a beau avoir de l'expérience, un peu d'ancienneté, quand vous prenez ça en audition, c'est vraiment terrible. Terrible. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est un enfant qui le comble de bonheur, d'après ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre qu'il s'en soit pris à Thibault. Dès qu'on aborde la maman, il devient agressif, vindicatif. On sent que c'est le moteur de... C'est vraiment la haine qu'il peut ressentir envers la maman qui l'a animé à ce moment-là. Nous serions plus heureux tous les deux si on était morts et loin d'Estelle. Avant, tout allait bien pour eux. Et cette séparation, il dit que ça a eu un impact sur le comportement de Thibault qui devenait agressif. L'idée de la famille tombe à l'eau. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Quel est l'intérêt de rester sur Terre, puisque tu vois, même ta mère ne veut plus nous voir? Je trouvais dommage pour le petit de vivre une vie de merde à cause d'elle. Tout était de la faute de la maman. Tout, absolument tout. Lui, il était exemplaire, si on l'écoutait. Tout ce qui faisait que l'enfant était perturbé, c'était la faute de la maman. Ce soir-là, Estelle ne lui a pas répondu au téléphone et n'a pas apporté les médicaments du petit qui était enrhumé. Pour Vincent, elle s'en foutait, quoi.
Et une impression de délaissement total, voilà. Regarde, ta mère elle m'a laissé, moi, bah, maintenant elle te laisse toi aussi. Il a l'impression de perdre la femme de sa vie, et son seul objectif, c'était de faire le plus mal possible à la maman. Thibaut n'a été que le moyen de la toucher, mais c'était elle qui était principalement visée. C'est dramatique, mais c'est une réalité. Mais Vincent Persson insiste. Il voulait mourir avec son fils. Et là, il nous dit qu'il a essayé de se couper les veines. Voyant que ça marchait pas, il a essayé de prendre des médicaments. Bah, il n'a pas de chance, ça n'a toujours pas marché, donc il a essayé de s'électrocuter en dénudant une rallonge électrique qu'il a plongée dans son bain. Mais là encore, il n'a pas réussi à parvenir à ses fins. Les plombs n'ont pas sauté, selon lui. Et enfin, ultime tentative, il dit avoir utilisé cette fameuse rallonge électrique pour se pendre dans le garage. Là encore, Monsieur Persson n'est pas parvenu à ses fins, il est tombé, et c'est ce qu'il a décidé au petit matin, à appeler les gendarmes. Moi, j'ai le sentiment qu'il voulait pas partir, en fait, réellement, et qu'il voulait constater par lui-même jusqu'à quel point son acte avait pu être dévastateur vis-à-vis de la maman. Dominique, quand un père veut atteindre sa femme en s'en prenant à ses enfants, autrement dit la détruire, on parle d'un féminicide par procuration. D'abord, c'est une notion qui existe dans le code pénal, ça ou pas? Non, elle n'existe pas. Les auteurs sont jugés pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans, normal. Mais comme il s'agit de leur propre enfant, le code pénal retient la notion de circonstance aggravante de meurtre commis par ascendant. L'ascendant, c'est le père ou la mère. Depuis 2015, le ministère de l'Intérieur recense les enfants tués dans le cadre de violences conjugales sans que l'autre parent, père ou mère d'ailleurs, ne soit tué. Donc on a les chiffres. Oui, entre 2020 et 2022, 4 à 6 enfants ont été tués en France chaque année pour punir l'autre parent, c'est-à-dire sans que le parent tueur ne s'attaque à son conjoint. Alors, il y a en Europe un pays qui va plus loin qu'un simple recensement, c'est l'Espagne. Depuis janvier 2022, l'Espagne a élargi la notion de féminicide pour notamment prendre en compte ces meurtres de substitution, c'est-à-dire infligés à un proche, souvent un enfant, pour punir le conjoint. C'est le père qui tue le plus. Eh ben non, égalité. En France, c'est autant le père que la mère. Pour en revenir à notre affaire, à l'issue de sa garde à vue, Vincent Persson est mis en examen pour l'assassinat de son fils Thibaut. Oui, parce qu'il y a préméditation. Le juge va découvrir l'enfer que Persson a fait vivre à sa femme pendant toutes les années qu'ils ont passées ensemble. Et pire encore, dans les 3 mois qui ont suivi le départ de sa femme de la maison. Les 3 mois qui sont les mois qui précèdent l'assassinat du petit Thibaut. C'était vraiment des insultes tout le temps. Et puis il y avait des jours où, à l'inverse, il m'appelait mon cœur. Quand il voyait que j'allais pas dans son sens, en fait, ça changeait du tout au tout. Et puis j'étais la pire des garces. Je cherchais à détruire la famille. J'avais pas conscience du mal que je faisais au petit. C'était que des choses comme ça. Ma chérie, arrête de m'appeler comme ça. Ça me rappelle quand tu étais une femme bien, avec une famille et tout. Faire la pute, tu sais faire, mais t'occuper du petit, c'est pas la peine. Malgré sa violence, Vincent Persson reste persuadé qu'Estelle va revenir. En fait, je lui avais dit, non, Vincent, je ferai tout pour que ça se passe bien, mais je ne reviendrai pas. Là, il s'est passé trop de choses pour qu'il y ait un retour en arrière possible. Pour Estelle, j'étais soulagée. Et le fait de pouvoir la revoir quand j'avais envie, quand elle avait envie, ça faisait du bien. Et puis les choses entraînant une autre, j'ai rencontré quelqu'un très rapidement. C'est là où il s'est rendu compte que je reviendrai pas. Je lui avais dit, moi je te
je t'enlèverai jamais ton fils. Enfin, je veux dire, moi, mes parents, ils étaient séparés très jeunes. Donc, je lui avais dit, moi, je veux qu'on puisse vivre normalement, mais juste nous deux séparés. En attendant une décision judiciaire pour la garde de Thibaut, Vincent fait tout pour pourrir la vie d'Estelle. Il sait qu'il n'a plus cette emprise, il le sait. Il reste qu'une chose pour garder cette emprise, c'est l'enfant, c'est Thibaut. Il y a eu une fois où, en fait, pendant plus de 15 jours, j'ai pas vu mon fils, à part un petit peu en visio le soir. Et puis un jour, il me le ramène. Il me dit, mais maintenant tu vas garder Thibaut, comme ça, moi je suis sûre que tu restes à la maison et que tu vas pas sortir à droite à gauche. L'enfant comme un boulet attaché au pied de sa mère. Estelle sort de l'emprise de Monsieur Persson. Et ça, il le voit. Lui, il le vit comme une tromperie, comme une trahison. Il a plus de limite, en fait. Lui envoie des milliers de SMS, des milliers d'appels pour savoir ce qu'elle fait. Parce qu'elle n'a pas le droit de faire des choses qu'il ne contrôle pas, qu'il ne maîtrise pas. 2400 SMS en 3 mois. Et puis dès qu'elle le défie en ne répondant pas, parce que c'est comme ça que lui le ressent, il va tout de suite l'insulter, sale pute, etc., etc. Et ça, je reste encore très mesurée. Et Vincent ne se contente pas du téléphone pour contrôler son ex. Il la traque en permanence. Parce que Monsieur Persson ne travaille pas, il a donc toutes ses journées libres. Et ses soirées aussi. On était sur le parking avant de rentrer dans la boîte, et puis là, on l'a vu débarquer, quoi. Puis on s'est dit, comment il est arrivé là? Et en fait, il m'a dit, de toute façon, je saurai toujours où tu es, avec qui tu es, où tu seras, quand tu seras, à quelle heure, où, quand, comment. Je te suivrai toujours à la trace. Puis Vincent Persson passe aux agressions physiques. Un jour, il balance les lunettes d'Estelle par terre. Une autre fois, il la bouscule sur un parking. À chaque fois, Estelle porte plainte. J'avais peur pour Estelle. Pour moi, il allait lui faire du mal à un moment donné. Et je lui disais, faut que ça s'arrête, quoi, d'une manière ou d'une autre, faut que ça s'arrête. Le matin du meurtre de Thibaut, la situation dégénère encore une fois. Ils sont en voiture tous les trois après un rendez-vous chez le médecin pour le petit. Et je vois dans ses yeux que son regard a changé. C'était plus Vincent. J'avais l'impression qu'il roulait à 1000 à l'heure tellement il roulait vite. J'avais peur, il criait dans tous les sens. Je criais pour qu'il arrête de rouler vite. Il me dit, de toute façon, si tu le quittes pas, on partira tous les trois. Il disait, on partira tous les trois. Je comprenais bien ce que ça voulait dire. Thibaut pleurait derrière parce qu'il m'entendait pleurer, il entendait son père crier. Et donc du coup, j'ai envoyé un message à mon conjoint. Je lui avais dit, voilà, c'est fini, cherche pas à comprendre. Toi et moi, c'est fini, il y aura pas de suite et point final. Vincent dépose Estelle devant chez elle. Ils gardent leur fils malade. Et en fin de journée, il ramène Thibaut à sa mère. Il a commencé à s'énerver et il avait essayé de me faire un croche-patte et puis pareil, il rigole, il dit, mais tu tiens pas sur tes jambes. Estelle m'a tout expliqué, ce qui s'était passé dans la journée. Elle en avait marre, elle en pouvait plus. Elle était à bout. Je lui ai dit, écoute, ça suffit, on va voir ton copain, tu lui expliques et on va ensemble à la gendarmerie. Et le gendarme, il a dit un truc qui m'a marqué, mais qui, sur le coup, j'ai pas relevé. Et il me dit, s'il continue à faire son taré, un jour, il y aura un mort. On finit le rendez-vous pour déposer plainte. Puis on descend, puis il y a un gendarme qui arrive et qui dit, il est là. Thibaut avait rendez-vous chez le pédopsychiatre, donc il attendait pour prendre Thibaut. Et j'avais fini par lui dire, non, en fait, je suis à la gendarmerie. Et quand il m'a vu arriver dans le couloir et qu'il a vu mon conjoint de l'époque
qui était derrière moi et que en fait je l'avais pas du tout quitté. Et ben là, je crois que pourtant Vincent, je l'ai déjà vu dans tous les états possibles et inimaginables. Et là, j'ai vu dans sa tête dans ses yeux qu'il était parti, quoi. Enfin, que c'était plus Vincent. C'était plus le même. Et donc ma mère qui m'attendait à l'accueil, elle savait pas quoi faire. Elle tenait Thibaut dans ses bras. Il m'a serré très très fort, comme ça, le cou. Je sens par moments encore ses bras. Vincent, il me dit « Pourquoi tu veux m'enlever mon fils ?» Mais je lui dis « Je veux pas te l'enlever, je fais rien. » Et le gendarme m'avait dit « Bon, est-ce que vous voulez partir avec Vincent ?» J'ai dit « Non. Mais par contre, il peut partir avec Thibaut, il se passera rien, quoi. Je sais très bien, il fera jamais de mal à Thibaut. J'ai aucun doute là-dessus, enfin voilà. » C'est moi qui ai pris Thibaut et qui lui ai donné dans les bras, en fait. Vincent part avec Thibaut. Les gendarmes conseillent à Estelle de ne pas lui répondre au téléphone ce soir-là. Mais il insiste, pour qu'Estelle apporte les médicaments du petit. Vers 8h30, il monte dans la chambre de son fils. Incarcéré à sa sortie d'hôpital, Vincent Persson ne se calme pas. Il continue de harceler Estelle depuis sa cellule. Coucou ma puce, je voulais savoir comment tu vas. Moi, ça va moyen. Je repense tous les jours à tout ce qui s'est passé. J'ai tout perdu. Ma femme, mon fils, ma famille, mes amis. Tu auras réussi à tout me donner, mais aussi à tout me prendre. J'espère avoir de tes nouvelles. Et si tu pouvais venir me voir aussi, j'ai encore besoin de toi. Évidemment, l'administration pénitentiaire a intercepté cette lettre et épargné Estelle. Vincent Persson n'a donc pas eu de réponse. Et ça l'énerve. Alors il en écrit une autre, elle aussi versée au dossier. Salut, je ne sais pas si tu as reçu ma première lettre. Si tu l'as reçue et que tu ne réponds pas, ça montre bien quel genre de meuf tu es. À peine un mois après, tu as déjà oublié ton fils. À mon avis, tu dois déjà être en train de te faire engrosser avec l'autre tas de merde de... En tout cas, si tu refais des gosses, je me ferai un très grand plaisir de le ou les rencontrer quand je sortirai. Je ne t'oublierai jamais, crois-le, et je ne resterai pas enfermée toute ma vie. N'oublie jamais ça. Je ferai en sorte que tu récupères les affaires de Thibaut qui sont restées chez moi. T'auras qu'à les garder pour tes futurs gosses. Mort de rire. Et il termine en signant « Allez, bisous ». C'est terrible, et heureusement que Estelle n'en a jamais eu connaissance, en tout cas qu'elle n'a pas ouvert son courrier et a vu ça dans sa boîte aux lettres, quoi. Vincent Persson cherche donc un autre moyen d'atteindre Estelle. 1 mois et demi après la mort de Thibaut, en prison, il réussit à se procurer un téléphone. Je me souviens, il faisait nuit, je m'étais garée. Et juste en sortant de la voiture, je... coup d'œil rapide au téléphone, et puis en fait, là, je me suis retrouvée bloquée. J'espère que ton histoire avec ce con en valait la peine. Regarde où on en est à cause de toi. Si tu avais répondu ce soir-là, Thibaut serait toujours là. Je sais même plus ce que je lui réponds en lui disant que voilà, il a déjà fait assez de mal autour de lui. Et donc il continue dans sa lancée à me dire que si on en est arrivé là, c'est à cause de moi, pas à cause de lui. C'est moi qui ai tué notre fils. Regarde bien qui est coupable et remets-toi en question. J'ai senti une peur, mais tétanisée en fait. Vraiment, je pouvais plus bouger. Je me dis, en fait, il a pas conscience de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il cherche à continuer à faire ça? Il a déjà fait assez de mal autour de lui. Le but était vraiment d'essayer de détruire complètement Estelle, quoi, de
de terminer le travail, je dirais, le travail psychologique sur elle. Le 7 juin 2021, Vincent Persson est d'abord jugé pour harcèlement. Il est condamné à 1 an de prison ferme. Le juge, qui continue de travailler sur l'assassinat de Thibault, demande aux experts de l'éclairer sur la personnalité de cet homme jaloux à l'extrême. Qu'est-ce qui, dans son histoire, peut expliquer qu'il en arrive à tuer son fils? Vincent Persson est né le 21 juin 1993 à Landerneau, dans le Finistère. Il vit dans un milieu qui est plutôt modeste. Sa maman, elle a travaillé d'abord dans une usine, puis après, elle est allée travailler comme assistante de vie scolaire. Et puis son père, de son côté, lui, il est conducteur d'engin. Et puis il décrit ses parents comme des parents affectueux. À l'adolescence, ce n'était déjà pas un tendre. Ses professeurs décrivent un élève parfois turbulent, qui se met à faire des bêtises, qui n'écoute pas ce qu'on lui dit, qui ne tient pas en place. Donc on note des problèmes d'attention et puis des difficultés à respecter le cadre et l'autorité. On voit déjà, avant 18 ans, un peu d'impulsivité, un peu d'échappement au contrôle, un peu de transgressivité et un peu d'instabilité. C'est des signes que le psychisme ne se développe pas de façon totalement harmonique. À l'école, il ne brille pas. Il trouve ça chiant. Mais il aime bien y aller pour les copains. Et après une 4e classique, il intègre une classe d'insertion professionnelle avant de s'inscrire en CAP de mécanique auto. Il ne va pas persister dans cette voie et très rapidement, il enchaînera du travail en intérim, mais il travaillera jamais plus de 2 mois dans la même entreprise. Dès que quelque chose se passe mal, dès qu'on le contrarie, dès qu'il s'ennuie, je pourrais le citer, ça me fait chier, je pars. Donc vous voyez un petit peu la petite instabilité qui là aussi est un petit signe clignotant sur le plan de la personnalité. Au final, il restera vivre chez ses parents, et c'est ses parents qui subviendront à ses besoins financièrement. Vincent Persson quitte finalement le nid à 21 ans pour vivre avec Estelle, avec une idée bien précise du couple et de la famille. Il explique qu'il a une conception qui est basée sur un modèle parental, pour le meilleur et pour le pire, et pour la vie. Ça, c'est sa conception du couple. En fait, sa vie se résume à Estelle et à son fils Thibault. C'est un édifice. Et s'il manque une pièce à cet édifice, en fait, c'est lui qui s'écroule. Je pense pas qu'il ait développé le fait de se dire, indépendamment d'Estelle, je suis le père de cet enfant. Il a une idée du trio, mais quand même dans le trio, la personne la plus importante, c'est quand même Estelle, même s'il est heureux d'avoir un enfant. Vincent Persson ne peut pas imaginer sa vie sans sa compagne. Il le vit extrêmement mal parce que, visiblement, il avait surinvesti sa relation avec Estelle, sur un plan affectif. Il dort mal, il perd 12 kilos, et puis il va nourrir une forme de rancœur à l'endroit d'Estelle, comme si finalement elle l'avait trahi, lui et Thibault. On attaque l'autre, on veut rendre l'autre responsable de la séparation, on veut rendre l'autre responsable de ce qui ne va pas. C'est tout à cause d'elle. Qu'elle comprenne qu'elle a fait beaucoup de mal. Il souffrait, lui. Voilà comment Vincent Persson explique son geste. On peut lister 4 éléments qui, quand ils sont présents, sont des facteurs de risque. 1, une personnalité où il y a des traits paranoïaques. Ici, quand il y a quelqu'un qui est particulièrement susceptible, méfiant, têtu comme une mule, c'est lui qui le dit, et rancunier. 2, c'est la dépression clinique. 3, des idées de suicide authentiques. Et 4, c'est le contexte de séparation. Mais on se dit là, hop, il faut faire gaffe. L'hypothèse qu'on a faite, c'est qu'il a projeté dans la tête de son fils son propre désarroi.
je rends service à cet enfant en l'amenant avec moi dans la mort. Pour le psychiatre, le discernement de Vincent Persson était altéré au moment des faits. Vincent Persson est renvoyé pour l'assassinat d'un mineur de 15 ans devant les assises du Finistère. Il risque la prison à vie. Son procès s'ouvre à Quimper le 31 mars 2022. J'étais soulagée que ça arrive. J'avais hâte de l'entendre de vive voix, en fait, le dire et l'expliquer, et le pourquoi, du comment. Est-ce qu'il était toujours dans la même optique que c'était de ma faute? Il est très en retrait. C'est très surprenant, oui. C'est même déroutant, parce que moi, je m'attendais à avoir quelqu'un de très agressif à mon égard, de très agressif à l'égard d'Estelle, dans la culpabilité, et là, il change complètement de positionnement. Il fallait que Vincent Persson effectue un travail de réflexion pour en arriver à cette conclusion que le seul responsable dans tout ça, du début jusqu'à la fin, c'était lui. Moins agressif, moins causant. Absent, en fait. Je voulais qu'il me regarde et qu'il me voie, et qu'il voie que je suis là. Et en fait, son regard, il se détourne pas, ou soit il regarde par terre, ou soit il regarde les juges, mais sans émotion, en fait. J'avais qu'une envie, c'est de lui dire, mais bordel, mais réveille-toi, quoi. Enfin, tu as tué quelqu'un, mais en plus, tu as tué ton fils. On voudrait tellement qu'il s'effondre et qu'il souffre. C'est ce que je souhaitais, en fait. Je voulais qu'il se mette à nu, qu'il baisse sa garde. Mais c'est utopique, en fait. Parce que s'il ouvre les vannes, en fait, il s'effondrera psychiquement et il ne pourra pas continuer à vivre. La mère et la grand-mère de Thibaut s'avancent à la barre pour raconter leur vie sans le petit. Ce qui m'a fait réaliser vraiment qu'il était parti et qu'il ne reviendrait pas, en fait, c'est quand j'ai demandé à lui faire un dernier câlin, en fait. Et qu'en fait, qu'il n'a pas serré ses bras autour de moi, en fait, que je me suis rendu compte que c'était fini. Des fois, il m'arrive à espérer que c'est pas vrai. Parce qu'autrement, à part le vide, il n'y a rien. Il n'y a rien, J'ai eu d'autres joies depuis, hein. J'ai eu d'autres petits-enfants. Mais, voilà. Mais il est plus là. J'essaye de lui parler et puis... Il est toujours au présent. Je veux pas dire il était. Et j'ai peur que... Des fois, je me dis que si ça va mieux, je l'oublierai. Je veux pas. Tant pis si ça fait mal. Beaucoup de gens m'ont dit oh purée, qu'est-ce que t'es courageuse. Mais en fait, c'est pas du courage parce qu'on n'a pas le choix. J'avais plus goût à rien, mais j'essayais de tenir le coup pour ma famille, en fait. Et surtout pour Thibaut. Je lui dois bien ça pour lui rendre hommage et lui dire que sa maman, elle est là et qu'elle sera toujours là pour parler de lui. J'ai pas le choix que de tenir le coup. Le psychiatre rappelle l'altération du discernement de l'accusé, mais l'avocat général requiert le maximum. La réclusion criminelle à perpétuité. Pour s'être vengé d'Estelle et avoir décidé à la place de Thibaut que sa vie ne valait pas la peine d'être vécue. La défense doit remonter la pente. C'est un des dossiers les plus douloureux que j'ai eu à défendre. On sort très abîmé. Il fallait juger ces faits aussi comme des faits relevant d'un suicide altruiste. Et pas nécessairement et exclusivement, en fait, une volonté de l'intéresser, d'atteindre Estelle et de la punir, en fait, par la mort de son petit garçon. Avant de condamner un homme à la perpétuité, il faut aussi entendre cela. On est dans une forme de désespoir paroxystique ce soir-là, qui fait qu'il va prendre la décision de monter dans la chambre de Thibaut et de lui donner la mort. Finalement, Vincent Persson est condamné à 28 ans de réclusion criminelle, sans peine de sûreté.
J'ai eu une fraction de seconde la culpabilité de me dire on arrête tout, stop. Je veux pas faire du mal à sa famille. Je veux pas leur enlever leur enfant. Je veux pas. Et puis en même temps, je me dis c'est pas assez. Et la tristesse de se dire que c'est terminé. Parce que jusque-là, en fait, ce qui me faisait tenir, c'était le procès. Parce que j'avais des objectifs, ça me donnait un but, en fait, à atteindre. Et je me dis, en fait, voilà, c'est fini, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Je vais souffrir toute ma vie avec ça avec ça comme fardeau, entre guillemets. J'aurais pas le choix de vivre avec. Et je lui donnerai pas ce plaisir de mettre fin à mes jours ou de me laisser aller plus bactère. Daniel Zaguri, vous êtes expert près des tribunaux. Un parent qui tue son enfant pour faire souffrir l'autre par vengeance, enfin souffrir, c'est quand même un euphémisme, ça porte un nom en psychiatrie. On a l'habitude d'appeler ça le syndrome de Médée, en référence à la tragédie grecque. Il s'agit en effet d'atteindre l'autre comme il vous a atteint, de le faire souffrir comme il vous a fait souffrir, en tuant ce que l'autre a de plus cher, c'est-à-dire son enfant. Est-ce qu'il y a un profil type pour ce genre d'acte ? Il y a des traits qu'on repère fréquemment, de l'ordre de l'égotisme, de la possessivité, de la jalousie. Il y a plusieurs contingents. Il y a des hommes qui sont très violents, qui ont l'habitude de frapper leur conjointe. Et il y a surtout des hommes extrêmement fragiles qui, en quelque sorte, ont tout mis dans une relation idéalisée. Et l'idée même que cette relation s'arrête est absolument impensable. L'autre vient remplir tous les manques, toutes les failles du sujet. Et donc, perdre l'autre, c'est se perdre soi-même. Est-ce qu'il y a un mécanisme du féminicide par procuration ? Alors, justement, c'est ce que j'appelle les hommes implacables, c'est-à-dire les hommes qu'on ne peut pas plaquer. Quand une femme est amoureuse, évidemment, elle ne le voit pas. Et cet excès dans la possessivité, elle l'interprète souvent comme l'effet de l'amour, l'effet d'un amour grand, voire sublime. Petit à petit, il y a des gros nuages lourds qui rentrent dans la vie du couple. Mais ces hommes implacables qu'on ne peut pas plaquer, ce sont des hommes pour qui la séparation est absolument impensable. Il y a quelque chose qui est une intrication entre une haine absolument terrible et une souffrance. Donc, c'est parce que je souffre, c'est parce que tu m'as mis dans une position insupportable que je vais tuer ton enfant. C'est en quelque sorte une réponse au malheur. Tu m'as tout donné, je vais te reprendre ce que tu as de plus cher. Donc il y a un mélange entre le désespoir et la haine. Comme Vincent Persson, Martin Meyer a lui aussi décidé de punir sa compagne en tuant leur enfant. Et là encore, le processus d'accaparation, de mise sous emprise a commencé dès le début de leur vie de couple. Brigade de Winsenheim en Alsace. Il est environ 17h ce lundi 6 janvier 2020. Le gendarme chargé d'accueil toque à la porte. Elle est blanche, le ton pâle. Et elle me dit j'ai un monsieur à l'accueil, il a tué sa fille. Ce monsieur, c'est Martin Meyer, un viticulteur de 48 ans. Devant l'adjudant-chef Braun, il répète. Il me dit, j'ai tué ma fille. Il est calme, trop calme. C'est la 4e dimension. Sur le coup, je bug. J'ai 30 ans de service et
Heureusement, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Il m'a dit je vais tuer ma fille comme il pourrait dire je vais faire mes courses. Aucune émotion. Le seul signe apparent, c'était ses mains qui tremblaient légèrement, mais je me dis c'était pas possible. Je lui demande où est votre fille? Il me dit chez moi dans la baignoire. Je le crie à mes collègues. Alors, allez, qu'est-ce qui se passe? Ils me répondent, c'est trop tard. En tant que papa et en tant qu'homme, je suis dévasté, quoi. Dévasté. Je vais devoir rester longtemps sur les lieux et je demande juste à mon épouse de me ramener quelque chose à manger. Et c'est elle qui me dit « Mais Vincent, c'est la maison de Clara ». Clara, qui allait dans la même école que le fils du gendarme. Elle allait avoir 8 ans dans 3 semaines. J'en parle encore, j'ai encore des frissons. J'ai la chair de poule. C'était une petite princesse. Une princesse avec des cheveux bouclés. Une petite fille adorable. Voilà, et mignonne comme tout. L'adjudant Braun reste à l'extérieur. Ses collègues de Colmar prennent le relais, tandis que le légiste examine le corps de la petite. Son père l'a étranglée en jouant à la bagarre. La première question, c'est le pourquoi. Tuer son enfant, je pense que c'est un des actes les pires qu'il peut y avoir. Et voilà, donc l'objectif, c'est de tout reconstruire, en fait, et pour arriver à l'instant T, et le pourquoi du comment. Dans la soirée, les gendarmes peuvent enfin lui poser ces questions. Que s'est-il vraiment passé cet après-midi-là? Vers 16h, il raconte qu'il est allé chercher sa fille à l'école, à quelques mètres de chez lui. Alors, dans la première audition, il est très succinct. Arrivé à la maison, nous avons défait ses affaires et sommes montés dans ma chambre. Nous y avons fait du catch. Et après, je l'ai étranglé. J'ai étranglé alors que je me trouvais dans la chambre à coucher. Et Clara, elle a réagi comment? C'est ce qu'il y a peut-être de plus terrible, en fait, puisqu'ils ont l'habitude de jouer au catch sur ce lit. Et quand il joue et quand il se positionne au-dessus d'elle et qu'il lui met les mains autour du cou, elle le regarde. Elle le regarde, elle lui sourit. Et il dit lui-même, elle me faisait confiance. Malgré ce sourire-là, il continue à l'étrangler. Et à ce moment-là, je me dis, mais ça a duré quand même assez longtemps. Et malgré le fait que sa fille les sourit, il a quand même continué pour la tuer. Et je trouve ça hyper perturbant. Après avoir étranglé Clara, il lui a mis le coussin sur la tête. Pratiquement tout de suite, elle s'est évanouie. Alors il a porté sa fille dans la baignoire et il lui a maintenu la tête sous l'eau. On a du mal à concevoir qu'à un moment donné, il ne puisse pas revenir à la raison et se dire stop, en fait, stop. Voilà. En fait, il avait vraiment, réellement l'intention de la tuer. Il le dit lui-même. Il est resté un petit peu comme un robot. Je cherche à déceler, ne serait-ce que dans sa gestuelle, dans ses mains, dans son regard, dans son attitude, une once d'émotion, d'empathie. Et à aucun moment donné, je l'ai décelé. C'est peut-être le plus difficile, en fait, à gérer. Il montre pas de sentiments à l'égard de Clara, il n'en parle pas comme si c'était son enfant. On a réellement l'impression qu'il est complètement détaché de sa fille, des sentiments, de l'affection qu'il peut avoir pour elle, tout comme il a l'air d'être complètement détaché de ce qu'il a commis. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Une garde à vue comme ça, qu'on cherche au fond de soi comment
faire parler l'autre sur son geste. On donne de soi, en fait, parce qu'on est bien évidemment dans l'empathie et la bienveillance, tout en se projetant, en fait, sur l'acte horrible qu'il a commis. Et cet acte, Martin Meyer ne se l'explique pas. Pour lui, c'est un coup de folie. C'est réellement quand il se retrouve à jouer au catch sur ce lit qu'il a ressenti une forme de pulsion qui l'a amené à étrangler et à vouloir tuer Clara. En fait, ça fait plusieurs mois qu'il va mal. 3 mois. Depuis que Barbara, la maman de Clara, l'a quitté. Depuis, il se partage la garde de la petite, mais lui, il ne mange plus, il ne dort plus, et il se bourre d'antidépresseurs. Il dit qu'il était déjà dépressif depuis quelques années, et à chaque fois, son coup de folie, il va l'expliquer par cet état dépressif. Sauf qu'en garde à vue, quelques heures après avoir tué sa fille, Martin Meyer semble aller bien mieux. Généralement, il y a comme un sentiment d'estomac noué, ce qu'avait pas du tout M. Meyer. Sa priorité, c'était manger, et ensuite, c'était vraiment des préoccupations organisationnelles. Ce qu'allait devenir sa maison, ses vignes. Essentiellement, c'était que ça. Est-ce qu'on allait penser à vider le congélateur pour pas que ça pourrisse? Enfin, on était vraiment de cet ordre-là, mais en tout cas, on n'était pas sur Clara et voilà, ce qu'allait être sa vie sans Clara. Si Martin Meyer parle de dépression, de coup de folie aux gendarmes, il se lâche davantage devant le psy. Dans le cadre de l'audition, il ne dit jamais que c'est par vengeance par rapport à la mère de son enfant. Par contre, dans le cadre de l'expertise qui a été faite dans le temps de la garde à vue, effectivement, il s'est penché au niveau du docteur psychiatre en expliquant qu'il avait bien tué sa fille par vengeance, car de mémoire, elle voulait le dépouiller et donc du coup, lui, il allait la dépouiller. Donc en l'occurrence, la dépouiller de sa fille. Voilà. Martin Meyer est mis en examen pour l'assassinat de sa fille Clara et un mobile se dessine. Ce qui explique l'origine du drame, c'est la séparation à l'initiative de Barbara. Et ce qui va amener Barbara à prendre cette décision, c'est qu'il va se passer un épisode de violence et elle va avoir le courage d'aller déposer plainte à la gendarmerie. Elle indique que M. Meyer s'est approché d'elle, qu'il a voulu la saisir à la gorge, mais qu'il n'a pas pu le faire puisqu'elle lui a tenu les poignets et qu'au bout d'une dizaine ou une quinzaine de secondes, il a stoppé son action. Et elle décide de s'en aller, donc de récupérer Clara à l'école et de partir s'installer avec sa fille donc chez sa propre mère. À l'époque, Martin Meyer nie ses faits devant les gendarmes. Cette scène s'est produite sans témoin. Il n'y a pas eu de traces physiques. La procédure a été transmise au procureur de la République pour classement sans suite, pour infraction insuffisamment caractérisée, ce qui signifie en général une absence de preuves suffisantes. Elle est déçue parce qu'elle a le sentiment qu'elle n'a pas forcément été crue. Mais pour elle, à ce moment-là, l'objectif, c'est d'acter cette séparation. Barbara dépose une requête en divorce et en attendant la décision du juge aux affaires familiales, elle s'arrange avec Martin pour la garde de Clara. Un accord tacite a été réalisé entre les deux, à savoir que M. Meyer avait le droit de voir sa fille les week-ends. D'après les dires de Mme Meyer, donc Clara n'avait aucune opposition à aller voir son papa. Elle acceptait de bon cœur d'être avec son papa pour aller faire des activités. J'allais la chercher à l'école de temps en temps pour l'emmener au tennis. On allait à la piscine. Et je l'emmenais chez ma mère aussi. Personne ne pouvait penser qu'il était capable de faire du mal à sa fille. Même Mme Meyer, elle était convaincue qu'il était incapable de faire du mal à son enfant parce qu'il a jamais mis la main, jamais mis une fessée à sa fille.
Si la garde de Clara ne pose pas de problème, le couple a une autre raison de se déchirer. Il y a un désaccord, un litige qui porte sur des conditions financières. Barbara, en plus d'être l'épouse, était aussi le conjoint collaborateur, c'est le terme juridique de quelqu'un qui travaille pour son mari. Et en l'espèce, elle travaillait dans les vignes. Et elle fait le constat que bien qu'elle travaille ainsi depuis au moins 20 ans dans l'exploitation, eh bien, elle ne dispose pas de beaucoup de biens, elle n'a pas beaucoup de revenus. Voilà 14 ans que Barbara travaillait dans l'exploitation familiale. Mais 6 ans, seulement 6 ans qu'elle touchait un salaire. Et pas lourd. Moins de 500 € par mois. Barbara, avec le peu qui lui revenait chaque mois en dépit de son travail et de ses efforts, n'avait absolument pas les capacités financières de pouvoir se relancer, j'allais dire, ailleurs, en prenant un appartement. Madame Meyer a appris qu'il y avait eu des donations sur héritage qui avaient été faites par la maman de Monsieur Meyer pour notamment payer une partie du prêt immobilier de la maison. Et donc, de ce fait, elle se retrouvait pratiquement sans rien. C'est pour ça qu'elle demandait une espèce de garantie financière à Monsieur Meyer, donc à savoir la somme de 230 000 € qui correspondait à la moitié du prix de la maison, et ainsi qu'une rente de 1 000 € qui correspondait à une espèce de pension alimentaire. Radin, Martin Meyer? Radin au point de ne pas supporter l'idée de partager ses biens avec sa femme? Ou vexé qu'elle le quitte? Qu'a-t-il voulu vraiment faire payer à Barbara en tuant leur fille? C'est la question à laquelle le juge veut répondre en se penchant sur la vie de ce couple. Une vie marquée par la plus sournoise des violences, celle qui ne laisse pas de traces et donc pas de preuves. Barbara a rencontré Martin Meyer en juillet 1995. Lui avait 24 ans, elle 16. Sa première relation sérieuse. Son premier amour. C'est une femme qui, à 16 ans, a eu quelqu'un qui lui a expliqué ce que devait être la vie et ce qu'était la vie. Et pendant plus de 20 ans, elle a fait ce qu'on lui a dit et elle a cru que c'était ainsi que les choses devaient se passer. Elle fait une description de la vie conjugale qui est quand même très sombre. Je lui pose quand même la question si elle a des souvenirs de moments plus heureux, et elle me dit que non, qu'elle n'en a pas. Elle dit quelque chose de l'ordre du « j'ai l'impression désormais qu'il était bien lorsque ça allait mal ». Et pour préparer son divorce, Barbara a listé tout ce qui n'allait pas dans son couple. Une liste d'événements traumatisants. Quand elle y repense 25 ans après, elle se dit « mais j'aurais dû partir ». Mais voilà, la vie a fait qu'elle est restée, qu'elle a peut-être cru que c'était elle qui se plaignait trop ou qui était trop sensible. Barbara reste et elle s'installe avec Martin Meyer en août 1999. Elle est encore étudiante. Il se montre déjà violent. Mais ça ne se voit pas. Monsieur Meyer a une emprise psychologique sur Madame Meyer, donc qui est faite de harcèlement, qui est faite de brimades, notamment sur son physique. Il va jusqu'à dire que ce petit bout de femme est grosse, je cite, ce qui montre à quel point elle-même a pu avoir une vision déformée d'elle, alors sur le plan physique, ce qui n'est pas forcément le plus important, mais aussi sur le plan psychologique, en disant que c'était une bonne à rien qui, de toute manière, presque devrait remercier la Providence d'avoir rencontré quelqu'un qui acceptait de s'occuper d'un fardeau pareil. Et puis en termes d'exemple, ça peut aller du restaurant où c'est pas elle qui choisit les plats qu'elle mange, jusque évidemment des choix d'habillement qui lui sont dictés. Et c'est quelque chose qui est tellement quotidien qu'il en devient presque banal pour elle. Malgré ce quotidien difficile, Barbara a terminé un DUT en technique de commercialisation, mais elle a du mal à trouver du travail.
Elle a exercé différentes professions, dans le domaine bancaire notamment, pour lequel il y a eu des démissions pour différentes raisons. En 2005, M. Meyer, son mari, donc, lui a demandé de venir travailler dans les vignes. Il l'appelle régulièrement pour savoir où c'est qu'elle est. Il est capable de se déplacer aussi pour voir si effectivement elle est bien à l'endroit qu'il lui a indiqué. Il y a une espèce de pression qu'on peut considérer comme du harcèlement, hein, si c'est fait au quotidien. Si à 12h15, le repas n'est pas servi, monsieur repart, va manger au restaurant et fait comprendre qu'aucun retard ne saurait être supporté. Ça vous donne un petit peu une idée de ce que cette femme a enduré. On se rend compte que de moins en moins, on peut parler de vie de couple, mais bel et bien pour elle, d'une situation d'emprise totale. Parce que Martin Meyer contrôle aussi les loisirs de celle qui devient sa femme en 2004. Quand elle désire lire, peut-être pour s'évader un petit peu, lui fait comprendre qu'il préfère largement qu'elle regarde la télé avec lui. Et là encore, elle finit par laisser son livre. Les menaces font aussi partie de son quotidien. Martin conduisait à vive allure sur une petite route. Au bout, il y avait un virage et un mur en pierre sèche. Il me dit « Qu'est-ce qui se passe si je ne prends pas le virage ?» La boule au ventre, je lui réponds « On se prend le mur », suivi d'un long silence. J'ai compris à ce moment-là que ma vie était entre ses mains. Je trouve que ça résume bien un petit peu la vie qu'a vécue Madame Meyer. Elle ne sait pas vraiment ce qui peut arriver ou pas, quelle est la réalité ou pas. Est-ce que c'est de l'ordre de la mauvaise blague ? Ou est-ce que c'est un moyen de la fragiliser ou pas ? Lors de l'instruction pour l'assassinat de sa fille, Martin Meyer nie tout. Il y a une question de problème de preuve. On ne peut rien faire en tant que juge d'instruction pour essayer de voir si c'est vrai ou pas. La question du virage en voiture, on ne peut pas non plus vérifier quelque chose. C'est pas circonstancié, on peut rien faire évidemment. Mais un événement intéresse particulièrement le juge. En 2007, Martin Meyer a enfermé sa femme chez eux pendant 2 jours. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait plus qu'elle voie son psychiatre. Je me dis, il y a peut-être quand même quelque chose à creuser, peut-être qu'on pourrait avoir déjà un petit peu quelque chose. On va quand même essayer de voir ce qu'il en est de ce psychiatre. Effectivement, elle avait un rendez-vous qui était fixé, qu'elle ne l'a pas honoré, et qu'à partir de ce moment-là, elle n'a plus jamais pris rendez-vous. Il la menace, il la séquestre, il la trompe aussi. Parmi les choses aussi qu'elle a pu subir, c'est le fait de se trouver en permanence dans la crainte d'avoir, dans le meilleur des cas, une MST et de manière beaucoup plus grave, d'être atteinte du virus du sida, parce qu'il va lui dire que lui-même a des conduites à risque, notamment avec des prostituées, et qu'il a de grandes chances de la contaminer. Et de fait, son mari lui a transmis une infection qui empêchait Barbara de tomber enceinte. Clara est née le 25 janvier 2012, après 5 fécondations in vitro. Cet enfant est vraiment plus que désiré. C'est l'aboutissement d'un parcours du combattant pour Barbara. Et donc vous imaginez bien que quand Clara naît, pour elle, c'est le plus beau jour de sa vie. Mais là, ce n'est pas qu'une expression. C'est enfin ce qu'elle attendait depuis tant d'années. À chaque fois qu'elle parle de sa fille, elle a un visage qui s'illumine. Elle ne parle que d'une enfant adorable, joueuse, gentille et pleine de vie. Pour Martin Meyer, la paternité est plus compliquée. C'était elle qui devait s'occuper de l'éducation et des choses essentielles. Les propos de monsieur, c'était « moi je ne fais que ce que j'aime ». Fatalement, pour éduquer un enfant, tout n'est pas agréable. Donc il faut évidemment faire aussi d'autres choses que les choses agréables. Mais ça, c'était la partie de Barbara. Pourtant, en public, le mari donne le change.
Souvent, les gens les plus manipulateurs sont les gens qui laissent percevoir à l'extérieur qu'ils sont des gens bien, qui sont des gens attentionnés, ce qui était le cas de M. Meyer, qui passait pour le bon père de famille ou le bon mari. C'est souvent compliqué à déceler, d'autant plus si la personne qui est victime a tendance à garder les choses pour elle. Et on s'est vite rendu compte que l'entourage social du couple Meyer, en fait, il était pratiquement désert, en fait. Lui avait tout fait pour qu'elle se retrouve isolée et uniquement avec lui sous sa coupe et sous sa domination. Barbara est la seule à savoir que cela n'est que la vitrine, mais que à l'intérieur, dans l'intimité du couple, les choses sont beaucoup moins reluisantes. Dominique Martin Meyer a vu un psychiatre dans le cadre de sa garde à vue, donc très peu de temps après les faits. Qu'est-ce qui ressort de cette première expertise? Alors, le psychiatre a détecté chez lui des traits de personnalité obsessionnels, compulsifs. Comme les gendarmes, il a noté chez Meyer peu d'affect, peu d'empathie. Il parle d'un homme irritable, coléreux, qui n'aime pas la contradiction, qui n'aime pas se remettre en question et qui se présente comme une victime de Barbara, sa femme, dont il dit qu'elle l'a écrasée. Voilà ce qu'il déclare. Maintenant, elle n'a plus ma fille, elle n'a plus rien. L'expert a donc considéré qu'il avait tué sa fille pour faire le plus de mal possible à sa mère et la dépouiller comme, prétend Meyer, elle voulait le dépouiller. Alors, quelques mois plus tard, Meyer voit un expert psychologue et un expert psychiatre à qui il raconte son parcours, ses relations avec ses parents. Et là, ça donne quoi? Alors ça, ce sont les experts du dossier, on est pendant l'instruction. Meyer explique que son père décidait de tout, que c'était un homme exigeant, écrasant, que lui, gamin, devait lui obéir, plus tard aussi. Il parle de sa mère comme d'une femme volage, qui avait beaucoup d'amants, et il décrit l'ambiance dans la maison, l'ambiance familiale, comme très froide, sans câlin. Une fois adulte, il présente Barbara comme une femme qui lui a tout imposé, un peu comme son père. Elle a voulu qu'ils se marient, ils se sont mariés. Elle a voulu qu'ils aient un enfant, ils ont eu un enfant. Là encore, il est la victime. Meyer, il a toujours dit qu'il était dépressif. Ça a pu jouer, ça? L'expert note chez lui un état dépressif, avéré, caractérisé, mais d'intensité moyenne, sans éléments délirants ni mélancoliques. Mais surtout, ce que dit le psy, on ne peut pas considérer que cet état dépressif peut avoir aboli ou altérer le discernement de Martin Meyer au moment du passage à l'acte. Mais dans ce cas, comment les experts expliquent le passage à l'acte? D'après le psy, Martin Meyer voit sa fille comme le prolongement de lui-même, comme un autre lui-même sur lequel il a toute puissance. Pour l'expert, Meyer préfère détruire l'objet, on parle de sa fille, qui lui appartient plutôt que d'en être dépossédé. Et c'est clair, il ne veut pas que cet objet, sa fille, il ne veut pas que Barbara puisse en disposer. Alors, pendant toute l'instruction, Dominique Martin Meyer nie avoir été un mari tyrannique, on est d'accord. Il n'a jamais violenté sa femme, c'est ce qu'il dit. S'il a tué sa fille, ce n'est pas pour se venger, mais il dit qu'il a pété les plombs. Là encore, c'est ce qu'il dit. Sauf que les gendarmes et le juge pensent que c'est une vengeance. Et une vengeance, ça se prépare. Pendant la garde à vue, les gendarmes ont découvert un petit papier très intéressant. Un post-it sur lequel il est écrit sous forme de liste de courses. Premier tiret, ma fille. Dessous, sans tiret, étranglé. Et lui indique, ma fille et étranglée sont des choses complètement différentes. Il a oublié de mettre un tiret sur la deuxième ligne devant le mot étranglé. Ma fille, c'était pour lui rappeler qu'il fallait qu'il en parle à son avocat dans le cadre de la séparation, et étranglé parce qu'a priori, son épouse n'arrêtait pas de dire qu'il avait voulu l'étrangler. Drôle de coïncidence. Et ce n'est pas le seul élément qui prouve la préméditation. En faisant un travail de téléphonie sur sa ligne personnelle mobile et sur sa ligne fixe, on s'est rendu compte qu'il avait passé beaucoup d'appels à l'association SOS Amitié. Le jour des faits, Martin Meyer a eu 3 bénévoles de SOS Amitié au téléphone. Et le 3e appel est explicite. Il commence à 15h42. Monsieur Meyer va dire qu'il a l'intention de tuer sa fille
et que non seulement il exprime cette intention, mais il exprime une idée de vengeance, de le faire pour se venger. La bénévole note que le ton est sans émotion, monocorde, neutre. Elle pense l'avoir convaincu d'aller voir un médecin. Il raccroche. À 15h59, Martin Meyer part chercher Clara. Ça donne quand même des indices d'une éventuelle mise à exécution d'un projet. Je renvoie Monsieur Meyer devant la cour d'assises du Haut-Rhin en fixant bien, en ajoutant bien cette question de la préméditation. Renvoyé pour assassinat sur sa fille de 7 ans, Martin Meyer risque la réclusion criminelle à perpétuité. Son procès s'ouvre le 3 mai 2022 à Colmar. Il y a évidemment beaucoup d'attentes, même si aucun procès, aucun verdict ne ramènera Clara. La mère de Clara arrive au procès très entourée. J'ai cette image de 20 personnes proches de la petite victime qui portent un t-shirt avec un portrait de Clara. Clara est là en portrait. Sur le premier banc qui est laissé vide, il y a uniquement son portrait et son doudou accroché au portrait. C'était bouleversant pour tout le monde. Comment cet homme, sans casier, décrit comme un père attentionné, a-t-il pu étrangler sa fille ? On a un accusé qui n'exprime pas énormément d'émotions. Tout le monde attendait des éléments d'explication. Il reste quand même assez confus. Ce qui est certain, c'est qu'il a exprimé un profond mal-être au moment des faits en particulier. Il a expliqué avoir commis ce geste terrible, presque comme une fuite. Et encore une fois, il explique. S'il allait si mal, c'est à cause de Barbara. Elle l'a quitté. C'est jamais facile de comparaître devant une cour d'assises, et surtout pour des faits de cette nature. Mais de là à venir se faire passer pour une victime, de là à du bout des lèvres, essayer de faire comprendre que Barbara, certes, est partie civile, mais qu'elle a forcément des torts. Tout ça était un petit peu choquant et évidemment très difficile à entendre pour Barbara. Et elle peut répondre à Martin Meyer dès le lendemain. Barbara est une femme qui a souffert en silence pendant des années. Mais par contre, là, au procès, c'est une toute autre femme qui a déposé à la barre de la cour d'assises et qui a dit au juré ce qu'elle avait vécu, que ce qui s'était passé ce jour-là, cet après-midi de janvier, n'était pas quelque chose d'isolé, mais que malheureusement, elle qui avait vécu pendant plus de 20 ans avec cet homme, eh bien, elle avait pu comprendre et retracer comment, malheureusement, on en avait pu arriver à une horreur pareille. Donc, Barbara, elle attendait de pouvoir parler, elle attendait de pouvoir être entendue, et je crois qu'elle l'a été. Martin Meyer est invité à réagir, et là, Martin Meyer s'est raidi. Il a dit c'est 90% de mensonges. Voilà. Dans sa plaidoirie, l'avocat des parties civiles recentre les débats sur la victime. Clara. J'ai voulu que les magistrats et les jurés n'oublient pas que dans cette affaire, la victime était une petite fille qui n'avait pas encore 8 ans. La difficulté, ça a été de faire comprendre que c'était Clara qui avait perdu la vie, mais qu'elle avait perdu la vie parce qu'un homme avait voulu atteindre une femme en touchant évidemment ce qu'elle avait de plus cher. À l'issue des débats, l'avocate générale requiert 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 ans de sûreté. La défense, elle, met en avant la dépression de Martin Meyer.
Monsieur Meyer est un homme extrêmement fragilisé, que le divorce a considérablement ébranlé. Et je crois de ce fait que l'hypothèse d'une vengeance qui serait dirigée à l'endroit de son épouse est une hypothèse un petit peu facile et nous empêche un petit peu d'accéder véritablement au cœur des raisons de ce passage à l'acte qui sont un peu plus complexes que cela. La Cour condamne Martha Meyer à 30 ans de prison, dont 20 ans de sûreté. Évidemment qu'elle ne pouvait pas être heureuse ni contente. Clara n'est plus là, mais au moins la justice a été rendue. Au-delà de l'horreur du drame qu'elle a subi, elle doit presque réapprendre à vivre. Donc réapprendre à vivre quand on a été dans les conditions de sa vie, c'est pas rien. Et puis réapprendre à vivre après avoir vécu un tel drame, c'est évidemment encore plus difficile. Daniel Zaguri, je m'adresse aux psychiatres, mais aussi aux pères de famille. Quand les femmes doivent-elles fuir, s'enfuir? Quels sont les signes d'alerte? J'aimerais bien vous donner un ou deux signes comme ça, assez simples, mais en réalité, c'est l'ensemble de la situation qu'il faut comprendre. Une femme doit fuir lorsqu'elle sent qu'elle n'existe plus, qu'elle n'est plus qu'un objet, qu'elle a fait suffisamment de compromis, suffisamment de concessions, et qu'elle perçoit qu'elle est en face de quelqu'un qui ne changera pas. Oui. C'est ce que j'appelle les hommes implacables. C'est les hommes qui ne supportent pas l'idée même de séparation et qui, lorsqu'ils sont avec un conjoint, en veulent l'entière possession. Non, mais par exemple, un homme qui fouille dans votre portable, un homme qui exige que vous lui disiez en temps et en heure où vous êtes partout, tout le temps. Là, vous me posez des questions avec des exemples qui renvoient avec une possessivité jalouse. Mais ce qui est insupportable, c'est d'être sous l'emprise absolue de quelqu'un qui vous prive de votre libre arbitre, qui vous prive de vos désirs propres, qui vous prive de votre altérité, c'est-à-dire du fait que vous existez simplement en dehors d'eux. Et il y a 1001 façons pour que ça se caractérise. Condamnés respectivement à 28 et 30 ans de prison, Vincent Persson et Martha Meyer n'ont pas fait appel de leur condamnation. Comme si ces deux hommes qui assumaient leur crime assument aussi leur peine.